Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va parler de la santé du cœur, comment prendre soin de son cœur, mais aussi comment prendre soin de ses vaisseaux sanguins. Donc, on va parler de prévention, bien sûr. Vous le savez, moi, je suis physiothérapeute ici au Québec, si vous préférez kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique. Vous le savez aussi que c'est un sujet qui m'intéresse, tout ce qui touche la prévention. J'en parle abondamment dans mes livres, particulièrement celui que vous voyez au centre, Lève-toi et marche. Que peut-on faire pour s'activer, pour bouger un peu plus? Dans Va prendre l'air, évidemment, on pense aux poumons, mais les poumons, c'est étroitement lié à la santé du cœur. Il y a un chapitre qui s'appelle Thérapie de couple, couple pour le couple cœur-poumon. Donc, c'est un sujet que j'ai abordé dans mes livres qui me tient à cœur, c'est le cas de le dire. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous me les posez dans le fil de discussion. Maintenant, comment on peut prévenir les maladies cardiovasculaires, les maladies cardiaques et tout ce qui touche la circulation sanguine? Un des premiers facteurs de risque, c'est l'hypertension artérielle. Donc, quand on a une haute tension artérielle, on est vraiment à risque d'avoir des problèmes, des maladies cardiovasculaires et parfois, on fait de l'hypertension artérielle et on ne le sait pas. C'est quelque chose qu'on ne perçoit pas nécessairement. Alors, c'est vraiment très intéressant de prendre régulièrement sa tension artérielle. On peut le faire en pharmacie et on peut, comme ça, au moins le savoir, sans que ça devienne peut-être une obsession. Pas obligé de la prendre 3 fois par jour, mais c'est important de prendre notre tension artérielle et pas uniquement lorsqu'on a 99 ans, mais régulièrement, peu importe notre âge, de connaître notre tension artérielle. Vous connaissez votre poids, vous connaissez votre taille, ça serait bien de connaître sa tension artérielle ou avoir une idée. Mais la pression normale, disons, c'est environ 120, 130, ça peut varier un peu, donc 120 sur 80. Quels sont ces deux chiffres? Si on revient au cœur, 120, c'est la pression qui est dans vos vaisseaux lorsque le cœur se contracte. Et le deuxième chiffre, le 80, c'est 120 sur 80, ça se trouve être la pression diastolique, c'est-à-dire quand le cœur relâche. Et la haute tension artérielle, on se concentre particulièrement sur le chiffre le plus haut, le premier chiffre, c'est-à-dire le 120, la pression lorsque le cœur se contracte, et c'est ce chiffre-là qu'on ne veut pas qu'il soit trop élevé. Et s'il est trop élevé, il faut intervenir. Il y a plein de choses qu'on peut faire, notamment en ce qui concerne les médicaments, mais aussi en ce qui concerne nos habitudes de vie. Mais si vous avez déjà une pression qui est très, très élevée, il serait assez étonnant que votre médecin vous dise faites de l'activité physique et mangez bien et je vous revois dans 2 ans. Lorsque la pression est vraiment très haute, on veut intervenir. Mais l'idée, c'est peut-être d'intervenir avant d'avoir une pression trop haute. Et ça, peut-être qu'on ne le dit pas suffisamment. Mais lorsque la pression est déjà trop haute, on a besoin de faire baisser la pression assez rapidement. Deuxième facteur de risque, le tabagisme. Alors, on a réduit considérablement le nombre de fumeurs, mais le tabagisme, c'est aussi une principale cause de maladies cardiovasculaires et ce n'est pas simple de diminuer le tabagisme, quelque chose de vraiment très complexe, mais il faut le mentionner. Autre facteur de risque, l'obésité, le surpoids. Et quand on parle d'obésité, que peut-on faire pour diminuer notre facteur de risque? C'est quoi l'obésité? On peut parler d'indice de masse corporelle, donc l'IMC. Peut-être que vous êtes familier ou familière avec ça, je vous en ai souvent parlé dans mes vidéos. Il y a une façon beaucoup plus simple quand on parle d'obésité, c'est l'obésité abdominale. Et lorsqu'une personne a de l'obésité abdominale, donc c'est-à-dire que le gras se situe au niveau de l'abdomen, donc on a un bedon, et c'est beaucoup plus compliqué pour un organe de fonctionner lorsqu'il est entouré de gras. Je vous ai parlé du gras à l'intérieur des vaisseaux, du cholestérol, des plaques qui se forment, mais lorsqu'il y a aussi du gras autour des organes, c'est pas une bonne idée. Lorsqu'on a plus de gras, il y a plus d'inflammation, et l'inflammation, c'est aussi un risque de maladie cardiovasculaire. Alors, à partir de combien de centimètres de tour de taille on est considéré comme obèse? On parle d'obésité abdominale. Et ça peut être intéressant aussi de le mesurer sur vous. C'est plus simple que de calculer l'IMC. Et dans un contexte de prévention des maladies du cœur, des maladies cardiovasculaires, c'est une mesure qui est intéressante, qui est pertinente. Alors, chez les hommes,
Si vous avez un tour de taille qui excède le 102 cm, c'est considéré comme de l'obésité abdominale. Vous êtes à risque élevé, notamment d'AVC ou de maladies cardiovasculaires. Si vous êtes une femme, ce chiffre est de 88 cm. Alors, si votre tour de taille excède ou égale 88 cm, vous avez un risque élevé de maladies cardiovasculaires. Pour ce qui est des chiffres qui sont associés à un risque plus bas, un risque modéré ou un faible risque, on change les chiffres pour 94 cm chez les hommes et 80 cm chez les femmes, donc un tour de taille qui atteint ou dépasse les chiffres que je vous ai donnés. Alors, c'est intéressant de se souvenir de ça et vous pouvez peut-être le mesurer chez vous. Et ensuite, il reste à peut-être perdre du poids. Je sais qu'il y a des nutritionnistes qui donnent rarement cet objectif de perdre du poids et qui préfèrent parler, par exemple, de manger sainement, de manger moins ou de manger à sa faim. Il y a plusieurs façons de voir tout ça. Moi, je n'ai pas de mal avec l'idée de perdre du poids tant que tout ça fait un sens, tout ça fait un sens pour la personne, en fait. Et on parle souvent de l'alimentation de type méditerranéen, donc une alimentation qui est riche en huile d'olive, en légumineuses, en céréales, en fruits, en légumes. Diminuer son apport en sel aussi. Éviter peut-être la cuisine rapide, les mets qui sont déjà préparés, qui sont souvent plutôt gras, plutôt salés. Je vous l'ai dit, je ne suis pas nutritionniste, mais ce sont des conseils qu'on donne régulièrement, qui sont reconnus dans la littérature scientifique. Et il y a plein d'autres pistes, mais vraiment beaucoup d'autres, pour prendre soin de son alimentation. Autre facteur de risque, le stress. Il y a un livre que j'adore qui a été écrit par ma collègue Sonia Lupien, Par amour du stress. C'est un excellent livre. C'est un guide pratique qui vous donne vraiment plein de trucs très concrets. À ma connaissance, c'est un livre qui n'est pas... vous ne le trouverez pas, à ma connaissance, dans toutes les librairies en Europe, mais à la librairie du Québec à Paris, vous allez pouvoir le commander. C'est un best-seller ici au Québec depuis des années. Il y a eu une réédition il y a une année ou deux. C'est très bien vulgarisé, je vous le conseille. Et comme je vous le dis, c'est des trucs très concrets parce que on le sait, on ne veut pas être trop stressé, mais comment faire pour être moins stressé? C'est pas si simple que ça. Un autre conseil pour diminuer votre stress, vous allez trouver sur ma chaîne plusieurs vidéos de respiration rythmée qui permet, et ça a été bien établi, et Sonia en parle aussi souvent, donc d'utiliser la respiration pour diminuer son stress, pour diminuer sa réaction au stress. Il y a du stress positif, mais là, je vous parle évidemment du stress négatif. Et pourquoi c'est intéressant d'utiliser la respiration? Parce que les liens entre le cœur et les poumons, et le muscle de la respiration que vous ne voyez pas en ce moment, et le cerveau, tout ça, c'est interconnecté par des vaisseaux sanguins. Mais ce qui est absolument spectaculaire, c'est que c'est aussi interconnecté par des nerfs. Et lorsque vous arrivez à contrôler, à encadrer, à rythmer votre respiration, vous agissez aussi sur le système nerveux parasympathique. Et lui, le système nerveux parasympathique, évidemment, est lié à votre cerveau, est lié au système nerveux, mais est lié aussi au cœur, à ces battements qui sont automatisés par ce nœud sinusal notamment et le tissu électrique, pour le dire simplement, du cœur. Donc, la respiration a un lien avec le système nerveux qui, lui, peut influencer votre niveau de stress, peut aussi agir sur les battements de votre cœur. Donc, de faire de la respiration rythmée, c'est quelque chose qui est fort utile. Vous allez trouver, si vous tapez dans le moteur de recherche sur ma page Respiration rythmée, vous allez trouver plusieurs vidéos qui vont pouvoir vous aider à le faire. Vous pouvez compter vous-même, vous inspirer pendant 4 secondes, vous expirer pendant 6 secondes, mais vous pouvez aussi le faire avec une vidéo ou avec un indicateur sonore et vous n'aurez pas à compter, vous pourrez vous détendre. Pour la sédentarité, c'est un facteur de risque. Le fait d'être souvent en position assise, c'est un facteur de risque majeur. Lorsqu'on est toujours en position assise, lorsqu'on ne contracte pas nos muscles, alors on y revient, ces muscles qui se contractent quand on marche, quand on court, mais quand on bouge, peu importe, quand on fait des activités physiques dans tout le sens du terme du mot activité physique, de faible, d'intensité modérée et d'intensité soutenue, le cœur est stimulé et les vaisseaux sanguins sont stimulés. Alors, quand on est sédentaire, on augmente notre risque de maladies cardiovasculaires et le simple fait de ne plus être en position assise aussi souvent diminue le risque. Et si vous ne faites que des activités physiques d'intensité faible,
Par exemple, des tâches ménagères. Par exemple, de marcher au centre commercial, au centre d'achat. Donc, si vous ne faites pas d'activités qui font en sorte que votre cœur bat plus vite, que vous respirez plus vite et que vous transpirez, ce n'est pas l'idéal pour votre cœur. L'Organisation mondiale de la santé a émis des recommandations que je vous ai déjà présentées, je vous les remontre, au moins 150 minutes par semaine à 300 minutes d'activité physique aérobique d'intensité modérée. Les activités aérobiques d'intensité modérée, c'est très diversifié. Ça peut être de la marche rapide, de la natation, du vélo, des poids et haltères aussi si vous prenez des petits poids et vous prenez peu de pauses et vous en faites longtemps. Et donc, vraiment, c'est au sens large, une activité physique qui fait en sorte que vous respirez plus rapidement. Ou sinon, et là on parle d'intensité modérée, hein, vous le voyez en dessous du 150 et du 300, dans la partie de gauche de la petite illustration, au moins 75 jusqu'à 150 minutes d'activité physique aérobique d'intensité soutenue. Alors, vous pratiquez une activité physique, on va reprendre l'illustration de la course à pied, et vous courez très rapidement et vous êtes incapable de tenir, par exemple, une conversation avec quelqu'un d'autre. Vous êtes un peu à bout de souffle. Ça, c'est une activité physique d'intensité soutenue. Moi, je vous encourage à en faire plus souvent. Pourquoi on en fait si peu? Parce que nos sociétés, nos villes, l'organisation de la société est faite pour qu'on ne bouge de moins en moins. Il faut aller à contre-courant pour bouger plus. Et si vous êtes convaincu que c'est nécessaire de faire de l'activité physique, si vous souhaitez prendre soin de votre cœur, prendre soin de votre cerveau, je vous dirais qu'attendez-vous pour en faire? À un certain moment, il faut cesser d'être dans le pourquoi. Pourquoi je ne fais pas suffisamment d'activité physique et être dans le comment. Comment je pourrais en faire de l'activité physique régulièrement. Et moi, je vous invite, si vous avez été longtemps dans le pourquoi, d'aller dans le comment pour savoir comment pratiquer régulièrement, de vous donner des trucs, d'en faire plus souvent. Et le meilleur conseil pour en faire plus souvent, c'est de vous amuser, de trouver des activités qui font du sens, qui nous rendent heureux. Mais trouver une activité physique qui vous intéresse, qui vous rend heureux, la marche, peu importe l'activité, on pourrait toutes les nommer, mais passez à l'action. Et si ce direct peut vous avoir un peu incité à passer à l'action. On le sait tous que c'est intéressant de pratiquer des activités physiques d'intensité modérée et même soutenue régulièrement. 150 minutes, 75 minutes, ça vous paraît trop élevé? Faites la moitié au début, faites-en beaucoup moins. Et moi, je parie que si vous le faites régulièrement, vous allez vous allez ressentir les bienfaits et vous allez peut-être décider d'en faire souvent. Alors, diminuer la sédentarité, être moins souvent en position assise, donc remplacer par des activités de faible intensité comme les tâches ménagères à l'intérieur de la maison, des activités pendant lesquelles vous ne transpirez pas, et aussi vraiment, tentez d'aller faire des activités d'intensité modérée et même d'intensité soutenue, et peu importe votre âge. Hein. Ça, c'est un mythe de penser que les activités d'intensité soutenue, c'est interdit après 60 ans. Non, on peut faire ça à tous les âges. Si vous avez un problème cardiaque, si vous avez une chirurgie cardiaque, ben oui, demandez à votre médecin, demandez s'il y a des contre-indications. Vous les avez peut-être déjà reçues, ces contre-indications, mais vraiment, moi, je vous encourage à faire ce type d'activité d'intensité modérée et soutenue. Donc, je vous remercie de votre attention. C'est toujours stimulant d'échanger avec vous. Je vous invite aussi à me faire des suggestions de direct, des suggestions de vidéos. Je vous prépare des nouveaux formats de vidéos dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Donc, ne vous gênez surtout pas. Vous pouvez aussi trouver mes livres en librairie partout au Canada, en librairie bien sûr, mais aussi sur le web. Vous pouvez les trouver aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Certains de ces livres, vous allez les trouver en librairie, notamment dans l'Hexagone, mais aussi dans d'autres pays de la francophonie. Et vous pouvez les trouver aussi à la Librairie du Québec à Paris. Moi, j'aime bien qu'on encourage les libraires. Et la Librairie du Québec à Paris tient tous mes livres. Et plusieurs d'entre eux, vous allez pouvoir les trouver en personne ou les commander. Et sinon, eux vont les commander, pourront les recevoir peut-être quelques semaines plus tard. Alors, prenez soin de vous et puis on se revoit pour un prochain direct et on se revoit peut-être, ou vous me reverrez peut-être dans une prochaine vidéo sur YouTube. À bientôt.